Bonjour, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Romain Gisolme. Vous êtes directeur donc, de l'ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons bien évidemment parler des personnes âgées. Et donc peut-être en première question, comment vous définiriez aujourd'hui le rôle, la place des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans les politiques du grand âge ? Ils prennent une place considérable, puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près 700 000 personnes âgées qui sont accompagnées à domicile, et nous en avons à peu près 700 000 qui sont accompagnées en établissement de la même manière. Et à la fois considérable en termes de nombre de personnes âgées accompagnées, mais aussi en nombre de professionnels qui travaillent auprès d'eux, et puis également en diversité, puisque parmi l'ensemble des établissements, à peu près 10 000 en France, on a une diversité de types d'établissements qui permet effectivement de proposer différents services, même s'il convient encore de développer cette diversité pour mieux répondre aux attentes des personnes âgées. Et alors précisément, quelles ont été les grandes évolutions de ces 20 dernières années ? On entend beaucoup que les personnes âgées entrent de plus en plus tard dans les EHPAD, donc qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors effectivement, un changement très certainement de politique publique à l'égard de l'accompagnement des personnes âgées, qui a beaucoup amené à faire en sorte que les gens privilégient le domicile et trop tardivement envisager les établissements, ce qui engendre un certain nombre de problèmes. Mais surtout, ce qui, je pense, depuis 15 ans a été frappant dans le secteur, c'est notamment l'évolution qualitative des services qu'ont connus ces établissements, ces services à domicile sur les années passées. Clairement, on est monté en qualité, il y a une montée en qualité évidente, à la fois en établissement et à domicile de la même manière d'ailleurs. D'accord, donc pour une meilleure prise en charge donc des différentes pathologies Absolument. qui peuvent être liées à la vieillesse. À la fois technique, oui. Mais à la fois aussi en termes de services, diversité de services. Aujourd'hui, on se retrouve avec des structures qui généralement proposent à la fois évidemment des services de logement, des services, mais ils proposent également des services de restauration, etc. Et puis diversifient leur activité avec par exemple des services d'hébergement temporaire, d'accueil de jour, etc., qui sont beaucoup plus ouverts sur la cité et qui du coup amènent les personnes à pouvoir disposer de services diversifiés et de pouvoir un petit peu choisir parmi ces services lesquels conviennent bien, fonction effectivement de la situation, soit de handicap, soit de pathologie. Alors, il y a un très grand nombre d'acteurs qui sont impliqués donc, dans le champ du grand âge, l'État, bien entendu, mais également les agences régionales de santé, les conseils départementaux. Quelles sont les relations que vous entretenez avec ces différents acteurs ? Et j'ai même envie d'aller plus loin en vous demandant si le dispositif est aujourd'hui lisible ou si vous appelez à une simplification de l'organisation. Effectivement. On a à la fois les services de l'État et les services des départements comme interlocuteurs quand on est en situation de diriger une structure médico-sociale, notamment personnes âgées, avec ces deux tarificateurs avec lesquels il va falloir effectivement envisager, discuter. Sachant que l'État va à peu près déterminer 30% du budget de l'établissement et le département à peu près 10%. Et évidemment, 60% reste à la charge des personnes âgées et de leurs familles. Ça fait partie, alors, à la fois des interlocuteurs locaux, puisqu'on va avoir des délégations territoriales pour ce qui concerne les ARS, et puis à la fois des acteurs nationaux, puisque les politiques publiques en faveur du grand âge se discutent aussi avec les représentants des départements, donc l'Assemblée des départements de France, et puis la DGCS, donc la Direction générale de la cohésion sociale, pour ce qui concerne l'échelon national. Donc ça fait partie effectivement des acteurs du secteur pour lesquels il est probable qu'une simplification, notamment en matière de possibilités de financement, puisque aujourd'hui vous êtes avec 3 sections tarifaires, donc la section dite de soins qui est allouée par les ARS, la section dite dépendance qui est allouée par les départements, la section dite hébergement qui elle est assumée par les personnes âgées et leurs familles, qui aujourd'hui manque de souplesse certainement dans la gestion des établissements. Maintenant, la réforme de la tarification telle qu'elle a été envisagée au travers des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens,
ouvre un petit peu une possibilité, effectivement, de fongibilité, sans rentrer dans les détails trop techniques, mais de fongibilité entre ces différentes enveloppes pour essayer de simplifier la gestion budgétaire des structures pour personnes âgées. Et sinon, donc, comment est-ce que vous décririez les grandes évolutions à venir? Est-ce qu'on va vivre toujours plus vieux? Est-ce qu'on va rentrer toujours plus vieux en établissement? Est-ce qu'on va aller vers d'autres modes de prise en charge? Les grandes perspectives sont certainement, de repenser la place des personnes âgées dans notre société. Aujourd'hui, on est dans une société, l'OMS l'indiquait dans un rapport fin 2015, qui est clairement discriminatoire à l'égard des plus âgés. Nous vivons dans une société agiste et la première certainement des choses à engager, c'est d'abord que nous réfléchissions collectivement en tant que société à la place que nous accordons au grand âge et à notre rapport d'ailleurs personnel à la vieillesse. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça va être certainement d'engager des grandes réformes, celles qui sont attendues en fait depuis 15-20 ans dans le secteur, pour lesquelles l'État avait pris un certain nombre d'engagements, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, puisque c'était le plan Solidarité Grand Âge sous la présidence Chirac, ça a été le 5e risque qui n'a pas été finalement fait sous la présidence Sarkozy, et puis un petit peu sous la présidence Hollande avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Clairement, ça va être une grande réforme qui va permettre de créer une réelle prestation autonomie. Certains appellent ça une 5e risque, d'autres une 5e branche, mais en tout cas, créer cette prestation qui permettra deux éléments, à la fois d'augmenter le temps de professionnel auprès des personnes âgées, que ce soit d'ailleurs en établissement ou à domicile, et puis deuxième élément, de réduire les coûts payés par les personnes âgées et leurs familles, trop importants aujourd'hui en établissement et de plus en plus importants à domicile. Et puis troisième élément, ça va être certainement de repenser notre modèle d'accompagnement et de service. On voit bien que la situation n'est pas satisfaisante malgré le grand engagement des professionnels, malgré l'évolution de la qualité de service. On voit bien que ça n'est pas tout à fait encore satisfaisant, à la fois pour les personnes âgées, pour leurs familles ou même pour les professionnels. Et donc il y a à réinventer le modèle de structure qui permettrait de mieux répondre à la fois aux besoins, mais aussi aux attentes et aux aspirations des gens. Parce que une fois qu'on est bien accompagné, bien habillé, qu'on a été bien soigné, il reste tout le reste de la journée à occuper. Et c'est aussi ça, la mission des structures médico-sociales, ça n'est pas juste faire du soin, c'est surtout accompagner les gens parce qu'ils ont une situation de handicap, à pouvoir continuer à vivre des choses tout au long de la journée. Et donc, nous avons certainement à repenser, en tout cas pour ce qui concerne l'ADEPA, nous croyons les modèles d'établissement, nous voyons qu'il y a divers types d'habitats alternatifs qui sont en train de se créer, parce que nous pensons qu'il convient effectivement de sortir du modèle très corseté des établissements médico-sociaux dits EHPAD d'aujourd'hui pour aller vers des formes de structures d'habitat partagées ou regroupées qui permettent vraiment d'être chez soi juridiquement, mais en même temps de continuer de bénéficier d'une facilité d'accès à des services parce qu'on est sur une structure qui permet de les mutualiser. Et donc probablement l'avenir sera de diversifier ce type de structure entre le domicile classique tel qu'on le connaît et qui conviendra toujours à des gens et qu'il faut pouvoir garder, et des structures plus sanitaires, disons, qui pourront correspondre peut-être à des situations, mais qui ne seront pas l'essentiel des situations. Et c'est en cela qu'il convient de développer ces structures alternatives, certainement. Et votre regard donc, sur les résidences autonomie, parce que ça ressemble un peu à ce que vous venez de décrire, mais voilà, qui sera encore peut-être un peu plus poussé dans les services. Il y a différents types de structures alternatives. Les résidences autonomie en font partie. On a également les résidences services, on a les habitats intergénérationnels, etc. L'essentiel, c'est, et ce qu'il y a de commun à toutes ces structures, c'est de permettre aux gens d'avoir un chez-soi. Et bien souvent, on entend que les sondages d'opinion diraient que les gens veulent rester chez eux. À notre sens, ce n'est pas tant qu'ils veulent rester chez eux dans leur habitat, disons, traditionnel, classique, mais plutôt qu'ils veulent vivre dans un vrai logement qui leur appartient et donc qui est hors
code de l'action sociale et des familles. À notre sens, il faut que le bâti soit en dehors du code de l'action sociale et des familles, mais qu'en revanche, l'ensemble des services qui sont apportés par le biais de services à domicile suffisamment robustes soient, eux, dans le cadre du code de l'action sociale et des familles pour garantir cette qualité de service. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, donc, a présenté le 31 mai sa feuille de route pour les personnes âgées. Quel regard vous portez donc, sur les mesures qui ont été annoncées? Alors, à la fois de la déception et à la fois quand même quelques perspectives. Quelques perspectives parce que Agnès Buzyn annonce vouloir ouvrir un grand débat citoyen sur la question effectivement de la place des personnes âgées. Et repenser à la fois notre modèle de protection sociale et le modèle de service qui est apporté. Donc, évidemment, l'ADEPA participera pleinement à ces groupes de concertation pour essayer de porter la vision que nous pouvons nourrir pour l'avenir du secteur. Beaucoup de déception parce qu'on voit bien que les mesures immédiates qui sont proposées sont assez minimes en fait et qu'il conviendrait évidemment d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, ce sont à peu près parmi l'ensemble des mesures, certaines qui étaient déjà envisagées dans le cadre de la loi de finances de la sécurité sociale, et puis en mesures nouvelles, 140 millions à peu près, pour recruter des personnels essentiellement soignants. Ce qui n'est jamais inutile, mais pour autant, d'abord, ça n'est clairement pas à la hauteur. On annonce des financements qui se chiffrent en millions, même si ça paraît des grandes sommes dans l'absolu. Au regard des 10-15 milliards qu'il conviendrait d'investir dans le secteur, c'est évidemment bien en deçà. Et puis, on ne prend pas en considération que le fait que, en plus d'augmenter le temps de professionnels soignants, il convient de diversifier également le nombre de professionnels et la qualité des professionnels. Aujourd'hui, on a par exemple trop peu de psychologues en établissement ou à domicile pour accompagner les personnes âgées. Or, on sait que c'est une population qui est extrêmement sujette aux phénomènes dépressifs, et donc on pourrait penser qu'investir dans des postes de psychologues permettrait de mieux accompagner les personnes âgées d'une part, et puis probablement de réduire par exemple la consommation d'antidépresseurs, dont nous savons que la France est assez championne de ce point de vue-là. Bon, donc on voit bien que c'est un investissement de la même manière pour les travailleurs sociaux, de la même manière pour les animateurs de vie sociale, puisque, comme je vous le disais, il convient aussi d'accompagner les personnes âgées pour continuer à avoir une vie culturelle, pour pouvoir continuer à sortir, pour pouvoir continuer à faire des séjours voyages, des choses comme ça. Donc il convient d'engager effectivement une réforme d'ampleur, à la fois pour améliorer les services, mais en plus pour les diversifier. Et ça nécessite, oui, d'engager 10-15 milliards selon les estimations. On peut avoir des estimations plus ou moins minimalistes, plus ou moins maximalistes, mais autour de 10-15 milliards permettrait déjà de sensiblement améliorer la situation. Et il faut toujours garder à l'esprit que c'est de l'investissement social. C'est-à-dire que ça permet à la fois de concilier les impératifs éthiques, c'est-à-dire mieux accompagner les personnes âgées au quotidien, que ce soit en établissement ou à domicile, mieux soutenir les familles également, qui sont bien trop souvent dans des situations d'épuisement, et aussi améliorer les conditions de travail des professionnels. Donc c'est concilier ces impératifs éthiques-là, mais aussi concilier les impératifs économiques, puisque tous les rapports montrent que ce secteur pourrait créer, dès lors que l'État engagerait les investissements nécessaires, des centaines de milliers d'emplois. Ça, ce serait au bénéfice des plus jeunes de nos concitoyens. Et puis, ça permettrait accessoirement de baisser le coût du chômage, de baisser le coût des arrêts maladie, des accidents du travail, etc. etc. Donc, ce serait un engagement d'argent, comme tout investissement, mais pour tirer beaucoup de bénéfices, à la fois pour les plus jeunes et pour les plus âgés de nos concitoyens. Et peut-être une dernière question justement sur les professionnels, parce qu'on dit souvent que le champ du grand âge peine à recruter, donc peut-être pour une question de rémunération, mais aussi d'image. Donc est-ce que vous souhaiteriez peut-être une campagne pour valoriser ces métiers auprès des plus âgés? Votre question est tout à fait juste, parce que oui, comme nous sommes dans une société qui discrimine par l'âge, qui discrimine les plus vieux, nous sommes face à des professionnels qui sont insuffisamment valorisés d'un point de vue salarial. Je vous rappelle que l'État a refusé de valider un accord salarial alors qu'il avait été trouvé entre les organisations employeurs
et les organisations salariales, de salariés du secteur de l'aide à domicile de 0,44%. Donc l'État passe un message fort à ces salariés en leur disant « Votre travail ne vaut pas d'être revalorisé de 0,44%. » Donc oui, des salariés insuffisamment valorisés d'un point de vue salarial, mais aussi insuffisamment valorisés du point de vue de la société. Parce que dans une société où il faut être beau, jeune, dynamique, quand vous êtes vieux, ridé et en situation de handicap, vous êtes forcément perçu différemment alors que vous êtes un citoyen comme les autres. Et les professionnels qui travaillent auprès de ces personnes sont insuffisamment valorisés de la même manière parce qu'on considère que le travail auprès des personnes âgées a moins de valeur que de travailler, je ne sais, dans la petite enfance, dans le sport, etc. etc. Et donc oui, ça c'est vraiment un travail à la fois des pouvoirs publics, mais de l'ensemble de notre société. On pourrait très bien imaginer des campagnes valorisant le travail auprès des personnes âgées et des campagnes comme il y en a pour, je ne sais moi, l'armée de terre ou l'armée de l'air, enfin on a tous ces images en tête, ou alors, et aussi j'ai envie de dire, des campagnes contre le phénomène de l'agisme, contre cette discrimination, parce que nous repérons aujourd'hui très bien dans nos sociétés, parce qu'il y a des campagnes précisément pour lutter contre le sexisme, le racisme, l'homophobie, etc. Aujourd'hui, l'agisme est beaucoup moins détecté, voire on ne le repère pas. Il est toujours de très bon ton quand on croise un vieil ou une vieille amie que de commencer par leur dire « tu n'as pas changé ». Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci Romain à Gisolm pour cet éclairage. Et puis à bientôt pour faire le point donc, sur ces perspectives. Merci à vous.